Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, vendredi soir, nous avons assisté à une volte-face prévisible. Après avoir défendu en vain pendant plusieurs jours une réforme brouillonne qui expulsait des milliers d'étudiants déjà intégrés au Québec, la CAQ a finalement jeté l'éponge. Monsieur le Président, comment n'ont-ils pas pu voir cette catastrophe venir? Tout le monde était contre et tout le monde les a avertis. Malgré ça, le Conseil des ministres a adopté une réforme en pleine session universitaire qui se basait sur une liste déjà périmée. Mais la réponse de la CAQ, ça a été l'attaque. On attaque les partis d'opposition, on attaque le milieu de l'éducation, on attaque les partenaires du marché du travail et on attaque le monde des affaires. Tout ça pour défendre une réforme truffée d'erreurs, une réforme qui faisait la promotion d'un bac en sciences domestiques. Monsieur le Président, plusieurs journalistes, selon eux, le sous-ministre à l'Immigration a averti le ministre des risques et des répercussions quant à la réforme envisagée. Au final, on dit que le ministre aurait décidé de tenir la ligne dure et n'aurait pas écouté ses conseillers. Monsieur le Président, le ministre qui a envoyé à la déchiqueteuse 18 000 dossiers est revenu à la charge auprès des étudiants. C'était un geste prémédité en toute connaissance de cause. Monsieur le Président, le premier ministre va-t-il faire la seule chose qui lui reste à faire et retirer la responsabilité de l'immigration des mains du leader du gouvernement? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, en matière d'immigration, le statu quo n'est pas une option. Il n'est pas une option pour plusieurs raisons. Actuellement, il y a des besoins urgents sur le marché du travail et malheureusement, l'ancienne façon de sélectionner les immigrants faisait qu'on choisissait des gens qui, pour plus de la moitié des cas, étaient surqualifiés par rapport aux besoins de notre main-d'œuvre. Donc, Monsieur le Président, il y a plusieurs ministres qui ont été impliqués, plusieurs ministères, pour constituer la liste des programmes dans lesquels il y a une pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, il y a le ministère de l'Emploi. Bien sûr, il y a le ministère de l'Éducation. Bien sûr, il y a le ministère de l'Immigration. Il y a mon bureau. Monsieur le Président, on l'a reconnu. La liste n'était pas parfaite. Il y a eu erreur. Il y a des programmes qui n'auraient pas dû être là, puis il y a des programmes qui manquaient. Donc, Monsieur le Président, quand on fait une erreur, on l'admet. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui devraient prendre exemple sur ce qu'on fait. Et, Monsieur le Président, on va revenir avec une liste qui s'assurera que les programmes qui vont servir à choisir les futurs immigrants sont en ligne avec les besoins du Québec. Monsieur le chef de l'opposition officielle, votre première complémentaire. Monsieur le Président, aujourd'hui, au lieu de présenter des excuses sincères aux étudiants et aux travailleurs touchés, le ministre s'est excusé aux Québécois de suspendre sa réforme. Monsieur le Président, le premier ministre défend l'homme qui a refusé à 8 reprises de rencontrer les victimes de ses décisions. Des étudiants qui pleuraient, d'ailleurs, dans les tribunes ici. Les gens n'ont plus confiance. Si le ministre prend l'entièreté du blâme, qu'il assume sa responsabilité ministérielle et qu'il se retire du dossier. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le ministre s'est excusé. Je m'excuse. Actuellement, Monsieur le Président, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des changements importants à faire au Québec dans le programme d'immigration. Puis parfois, oui, quand on va aller trop vite, quand on veut faire des changements qui sont trop importants, il peut arriver des erreurs, ce qui est arrivé. Donc, Monsieur le Président, ce qui est important de dire, c'est que moi, j'accepte pas qu'actuellement, presque tous les immigrants se dirigent vers Montréal. Encore vendredi dernier, j'étais dans le nord du Québec, j'étais en Abitibi. Les gens se disent là-bas, quand va-t-on avoir aussi droit à des nouveaux arrivants qui viennent s'installer chez nous? Monsieur le Président, on va continuer d'agir pour le bien des Québécois. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le ministre refuse encore aujourd'hui d'admettre qu'il a manqué de rigueur et d'empathie. C'est plus fort que lui. Même le caucus de la CAQ est sorti de son mutisme pour dire qu'il trouvait ça difficile. Les journalistes rapportent que même l'entourage du premier ministre a été, et je cite, « jeté par terre », qu'ils ont trouvé le travail du ministre broche à foin.
Plus personne n'a confiance en son ministre. C'est la crédibilité du premier ministre qui est en jeu. Il ne reste qu'une seule chose à faire. Quand va-t-il démettre son ministre insensible? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, tous les partis politiques rêveraient d'avoir un jeune talentueux. Oui, tous les partis rêveraient. Tous les partis rêveraient d'avoir un jeune talentueux comme le ministre de l'Immigration. Il a toute ma confiance, Monsieur le Président, et je le répète, l'erreur qui a été commise n'a pas été commise seulement au ministère de l'Immigration. Il y a eu aussi un manque de coordination avec le ministère de l'Emploi, avec le ministère de l'Éducation. S'il vous plaît, je vais vous demander encore une fois, nous abordons la période de questions. Attentif aux questions tant qu'aux réponses. Pas de commentaires. Monsieur le Premier ministre, complétez votre réponse. Monsieur le Président, l'ancien gouvernement n'a rien fait au cours des 15 dernières années. Nous, on fait des changements pour le bien des Québécois. Troisième complémentaire, la parole n'appartient qu'à vous, Monsieur le chef d'opposition. Monsieur le Président, le ministre a voulu passer 18 000 dossiers d'immigrants à la déchiqueteuse, a présenté une réforme bâclée sur une liste vieille de 2 ans, a refusé à 8 reprises la semaine dernière de rencontrer des étudiants, a même contredit publiquement son premier ministre. Au baseball, ça prend 3 prises pour obtenir un retrait. Selon les règles du jeu du premier ministre, on a droit à combien de prises? La députée de Châteauguay n'a pourtant eu droit, elle, qu'à une seule prise. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, pas de commentaires. Attentif aux réponses. Monsieur le Président, revenons aux 18 000 dossiers. C'était une bonne chose que de se concentrer sur les nouveaux arrivants qui répondent aux besoins du marché du travail. Le gouvernement libéral aurait dû le faire. Encore, on a 40 000 dossiers qui attendent à Ottawa. Il y a eu un inventaire qui s'est bâti à travers les années par manque de rapidité. On est peut-être allé trop vite, mais il y avait un gouvernement pendant 15 ans qui s'est traîné les pieds. On s'est retrouvé avec un taux de chômage chez les nouveaux arrivants qui est le double du taux de chômage au Québec. Moi, je serais gêné à la place des libéraux. Question principale, Monsieur le député de Néligan, nous sommes attentifs à la question. Les derniers jours ont été difficiles. Difficiles pour les universités et les cégeps. Pénibles pour les entreprises qui souffrent de pénurie de main-d'œuvre et épouvantables pour les étudiants et travailleurs étrangers. Le constat est clair. Le ministre n'a pas la sensibilité requise pour piloter le dossier de l'immigration. C'est beau de prendre la responsabilité, en partie, mais sa responsabilité est entière. Mais ce n'est pas tout. Ce fut difficile aussi pour le Premier ministre, le Conseil des ministres et le caucus caquiste. Pourquoi? Parce que le ministre de l'Immigration a mis le Québec dans l'embarras. On pourrait croire que c'est une conséquence de l'inexpérience du ministre, mais depuis plus d'1 an, force est de constater qu'il accumule les erreurs graves. Souvenons-nous des 18 000 dossiers. Le PM a dit non au bonjour aïe. Même ses collègues n'étaient pas là lors de la motion pour le défendre. Le ministre comprend-il qu'il n'a plus la crédibilité ni la confiance requise des milieux économiques et académiques pour poursuivre la réforme qu'il a voulu mettre en place? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion il y a quelques minutes de m'expliquer et d'assumer l'erreur que j'ai commise en lien avec les dossiers du programme d'expérience québécoise. Cela étant dit, Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'on pose des gestes? Pourquoi est-ce qu'on fait une réforme? Bien, c'est pour améliorer le système d'immigration, puis pour s'assurer, Monsieur le Président, qu'on sélectionne des personnes migrantes en lien avec les besoins du marché du travail québécois. Monsieur le Président, on est face à 2 réalités. Ici, au gouvernement du Québec, on veut améliorer les choses. On veut s'assurer de travailler pour faire en sorte que le Québec devienne plus prospère, pour s'assurer que chaque personne qui vient au Québec, Monsieur le Président, puisse réaliser ses rêves à la hauteur de ses compétences. Ça signifie occuper un emploi dans son domaine de formation en fonction des besoins du marché du travail du Québec, Monsieur le Président. Du côté du Parti libéral, on ne souhaite rien réformer. On ne souhaite rien améliorer. La preuve, Monsieur le Président, durant des années et des années, ils ont eu l'occasion de le faire, d'améliorer le sort des personnes immigrantes, de leur offrir davantage de cours de francisation, de leur offrir davantage d'allocations. Ils ne l'ont pas fait. Depuis que je suis en poste, Monsieur le Président, j'ai enlevé le plafond pour suivre les cours de francisation. Il y a davantage d'allocations. On en prend soin, Monsieur. Première complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, j'aurais aimé avoir plus d'humilité aujourd'hui, parce que si ce qu'il vient de dire est vrai, je ne mettrai jamais améliorer les conditions de travail avec un baccalauréat en sciences domestiques. Il faut garder une petite gêne. Monsieur le Président, la confiance est brisée.
Le ministre n'a plus la crédibilité requise. Peut-il faire la seule chose honorable qui s'impose, renoncer au poste de ministre de l'Immigration parce qu'il a perdu la confiance de tous les acteurs au Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de dire que j'allais consulter l'ensemble des acteurs, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on veut aller de l'avant avec la réforme du système d'immigration au Québec. C'est trop important pour être résigné comme le Parti libéral. C'est trop important de poser des gestes pour améliorer les choses, pour faire en sorte que lorsqu'on sélectionne des personnes migrantes, elles répondent aux besoins du marché du travail. Monsieur le Président, le Parti libéral veut que le gouvernement du Québec ne fasse rien. Ils veulent rester dans une situation de statu quo comme ils l'ont fait durant des années, Monsieur le Président. Et ça, je n'accepterai pas ça. Et tant que je serai en poste, Monsieur le Président, à tous les matins, je vais me lever pour travailler dans l'intérêt des Québécois, comme je l'ai fait depuis un an, comme je l'ai fait depuis 5 ans comme député de Bordua. Deuxième complémentaire, Monsieur le député, à vous la parole. Aucune leçon à recevoir, Monsieur le Président. La semaine dernière, la réalité a rattrapé le ministre lorsque son PM a dû le rappeler à l'ordre à 3 reprises. L'intelligence artificielle exclue, le PM on l'inclut. Les étudiants déjà au Québec verront leur situation modifiée, le PM dit non, incluant une clause de droit acquis. Une liste de professions et formations qui ne tient pas la route, le PM dit on retire le règlement. Dans un jeu que tout le monde comprend ici, là, après 3 reprises, tu es retiré. Le ministre n'a plus la crédibilité requise. Il a épuisé ses chances. Il est temps de le retirer. L'immigration, vous êtes le seul à avoir la parole. Merci. Monsieur le Président, vous savez, lorsqu'on est en politique, il y a des combats qu'il faut mener et il y a de l'adversité. Le député Néligan voudrait que je baisse les bras et je lui dis non. Je vais continuer de m'impliquer et je vais continuer à travailler pour le bien du Québec. Je vais continuer à tous les jours de faire en sorte d'apporter des améliorations au système d'immigration. Parce qu'il faut bien entendre, il faut bien voir la réalité, Monsieur le Président. Le député Néligan ne veut qu'on touche à rien. Il veut que ça soit comme c'était sous le régime libéral. Il veut que ça soit le statu quo. Mais j'ai des nouvelles pour lui, Monsieur le Président. On va continuer d'améliorer les choses au Québec. On a besoin de changement au Québec pour améliorer notre société. C'est ce qu'on va continuer à faire, n'en déplaise au député Néligan. Question principale, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Monsieur le Président, dans toute cette saga entourant le programme de l'expérience québécoise, l'amateurisme du ministre de l'Immigration a fait une victime collatérale importante, la crédibilité du Québec à l'international. Le Québec est au cœur d'une lutte féroce pour attirer tous les meilleurs talents dans quelque domaine que ce soit. On a fait énormément d'investissements dans ce sens. Pensons aux stratégies d'attraction des étudiants étrangers développées justement par le ministre de l'Immigration à Montréal International qui a reçu 13 millions de dollars de fonds publics pour attirer chez nous les meilleurs. Tous ces efforts déployés pendant des années sont balayés par une personne en une semaine. Ce manque d'empathie s'est répandu comme une traînée de poudre. Maintenant, le Québec passe pour un endroit où les règles peuvent changer à tout bout de champ. Comment la ministre des Relations internationales a-t-elle pu laisser son collègue mettre à mal la crédibilité du Québec à l'international? Madame la ministre des Relations internationales, la parole vous appartient. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais remercier la députée de Bourassa-Sauvé pour la question. Ça va me permettre de mettre en valeur vraiment tout ce qu'on fait au Québec à l'international. Je suis en contact régulièrement, Monsieur le Président, avec les 33 chefs de poste de nos délégations à l'international et je peux vous assurer que le message est unanime. Le Québec n'a jamais autant rayonné. L'image du Québec à l'international n'est pas, et je répète, n'est pas compromise. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, le Québec est une porte d'entrée privilégiée pour les investisseurs du marché nord-américain. Ensuite, les recettes touristiques au Québec cette année étaient de 5,1 milliards. La transformation agroalimentaire au Québec, c'est l'industrie, le secteur manufacturier qui, en termes d'emploi, crée le plus d'emplois, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Québec est aussi une plaque tournante du transport international. Ce sont toutes des raisons qui font en sorte, Monsieur le Président, que le Québec est bien vu, continue d'être bien vu et considéré comme une terre d'accueil, Monsieur le Président. On a une stabilité exceptionnelle et c'est ça que les gens Première recherchent. complémentaire. Je vous demandais d'éviter de réagir bruyamment pendant les réponses, aussi pendant les questions. Alors, je pense que ça va être pour le bénéfice
de tous les parlementaires et de celles et ceux qui nous écoutent. Votre question, Madame la députée de Bourassa-Sauvé, votre attention, votre collaboration. Dans toute cette histoire des 18 000 dossiers d'immigration jetés à la poubelle sans humanité et rapportés, je le rappelle, par la presse internationale, la ministre est restée silencieuse. Ce week-end, le New York Times, la BBC et j'en passe racontaient l'histoire de cette scientifique française refusée par Immigration Québec parce que sa thèse de doctorat comportait un chapitre en anglais. C'est gênant, Monsieur le Président. Maintenant, la ministre va-t-elle prendre l'avion pour la France et leur dire qu'ils ont enfin Monsieur le ministre de l'Immigration, à vous la parole. Votre attention également. Questions et réponses. Monsieur le Président, le Québec est attractif. Il l'est et il le demeurera. Vous savez pourquoi, Monsieur le Président? Vous savez pourquoi? Parce qu'au Québec, c'est une société qui est accueillante. Mais l'immigration, c'est un engagement qui est partagé, Monsieur le Président. De notre côté, on met les efforts nécessaires en termes de francisation, de ressources, d'allocations pour s'assurer de bien intégrer les gens, Monsieur le Président. On sélectionne les personnes migrantes en fonction des besoins du marché du travail. J'espère que la députée de Bourassa-Sauvé est d'accord avec ça. Et pour le cas de la dame, Monsieur le Président, elle a été admise au Québec et elle a obtenu son certificat de sélection du Québec. Deuxième complémentaire. Encore une fois, la parole n'appartient qu'à vous, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Et c'est à la ministre des Relations internationales que j'aimerais poser la question et j'aimerais l'entendre. Monsieur le Président, la ministre nous a dit qu'elle ne voulait pas travailler en silo. Eh bien, la semaine dernière, on n'a pas eu la preuve. On a eu la preuve que ce gouvernement-là ne travaillait pas vraiment en équipe. Est-ce que la ministre des Relations internationales a un plan pour corriger l'image négative créée par les politiques improvisées de son collègue de l'immigration? Madame la ministre des Relations internationales. Merci, Monsieur le Président, la députée de Bourassa-Sauvé veut parler d'image du Québec. On va en parler. Le legs libéral, Monsieur le Président, c'est qu'en octobre 2010, le New York Times parlait du scandale de corruption en construction. The Economist, en 2011, parlait des liens entre la mafia et les politiciens, Monsieur le Président. Et le Guardian, en 2015, parlait des dons politiques et l'obtention des contrats. Puis en prime, on avait la photo de l'ancien premier ministre. Monsieur le ministre, c'était ça. Monsieur le Président, c'était ça, le legs des libéraux au ministère des Relations internationales. C'est avec ça qu'on s'est battu depuis le début, Monsieur le Président. Question principale. Encore une fois, je demande votre entière collaboration. Attention aux commentaires, précision et écoute, aux questions comme aux réponses. Madame la députée de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. Nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est une proposition positive pour le gouvernement et pour le Québec. Les modifications au programme d'expérience québécoise ont été un vrai cafouillage du côté gouvernemental et le recul de vendredi soir était la chose à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le PEC? Ceux qui ont accès au PEC sont les candidats parfaits pour l'immigration. Restreindre l'accès au PEC est contraire aux intérêts du Québec, particulièrement pour les régions. Il y a un seul élément de la réforme du ministre qui avait du sens, c'était pour les DEP. Notre proposition est donc simple. On demande au gouvernement de maintenir le plein accès au PEC tout en ajoutant les diplômes de 900 heures, notamment les DEP. Comme ça, on conserve le programme qui nous permet d'accueillir les candidats parfaits à l'immigration, notamment en région, et on ajoute des diplômes professionnels qui vont aider encore plus à pallier à la pénurie de main-d'œuvre, notamment en région éloignée. Est-ce que le ministre de l'Immigration accepte notre proposition qui permet à la fois d'accueillir des candidats parfaits à l'immigration et d'améliorer nos outils pour contrer la pénurie de main-d'œuvre? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, vous savez, dans la réforme que j'ai proposée, qui est temporairement suspendue, justement, on élargissait le programme d'expérience québécoise en lien avec les formations de 900 heures qui donnaient accès à un DEP ou à une attestation d'études collégiales, justement pour répondre aux besoins du marché du travail, parce que dans toutes les régions du Québec, il y a des besoins de main-d'œuvre, notamment au niveau professionnel et technique, des emplois manuels, Monsieur le Président. C'est pas vrai qu'au Québec, on a juste besoin de diplômés universitaires. Alors, Monsieur le Président, j'entends la suggestion de la députée de Gaspé. Je l'ai dit tout à l'heure et je vous le redis, ça me donnera l'occasion au cours des prochaines semaines de consulter l'ensemble des partenaires tant économiques que du milieu de l'éducation. Et très certainement, ça fera partie de ma réflexion. Alors, j'entends la proposition de la députée de Gaspé. Je la remercie de cette proposition. On va évaluer le tout, Monsieur le Président, et très certainement que je vais analyser sa proposition avec intérêt, d'autant plus, Monsieur le Président, que ce que la députée de Gaspé nous demande était déjà présent dans le cadre de notre réforme, d'élargir les programmes.
Alors, ça fera partie de la réflexion, M. le Président. Première complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, une liste de programmes, ça ne fonctionne pas en pratique. Alors que le reste du Québec connaîtra une hausse de 13 % de sa population en 2040, pour les régions, c'est tout le contraire. C'est 25 % de la population en région éloignée qui va disparaître, Monsieur le Président. Le PEC permet d'accueillir dans nos régions des gens qui vont participer à la vie économique, sociale et communautaire. Est-ce que le ministre est conscient que de restreindre le PEC, c'est d'intensifier la baisse démographique en région? Peut-il nous confirmer qu'il n'imposera pas de liste? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, là, ça, c'est un point important. C'est un point important, Monsieur le Président, parce qu'on parle de régionalisation de l'immigration. Et dès le départ, Monsieur le Président, on l'a dit. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre une priorité à la régionalisation de l'immigration. C'est pour ça qu'avec le ministère de l'Immigration, on a déployé le ministère dans plus de 50 villes au Québec. Le ministère était concentré principalement à Montréal. On veut s'assurer d'accueillir les gens en région. Mais pour faire ça, Monsieur le Président, bien, ça prend des employés du ministère pour bien intégrer, bien accompagner dans les défis de la vie quotidienne dans toutes les régions du Québec, Monsieur le Président. Parce que quand vous quittez votre pays d'origine, puis vous vous retrouvez dans une région où vous ne connaissez pas personne, bien, ça vous prend un relais, ça vous prend quelqu'un pour vous accompagner. Alors, très certainement, la priorité du gouvernement du Québec, c'est la régionalisation. On ne fera pas comme le Parti libéral. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, une autre belle proposition qu'on avait fait en campagne, c'est 25 % de tous les immigrants qu'on amène en région. Alors, je la propose, je la soumets encore au ministre de l'Immigration. Je comprends que l'intérêt du ministre est de revoir le système d'immigration. Quand on gouverne, il faut penser à l'intérêt du Québec et surtout aux particularités de chacune des régions. Le PEC, ce sont nos meilleurs candidats à l'immigration, le meilleur taux de rétention, c'est le meilleur programme en immigration. Pour l'intégration, pour la pénurie de main-d'œuvre, le ministre peut-il nous confirmer qu'il n'y en aura pas de liste? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, comme je vous le disais, c'est une priorité pour nous, la régionalisation de l'immigration. Et d'ailleurs, le plan de déploiement que j'ai annoncé, et je me suis promené dans pas mal de régions, Monsieur le Président, pour indiquer clairement que nous souhaitions ouvrir des bureaux d'immigration en collaboration avec le ministère du Travail dans leurs locaux, dans les bureaux de Service Québec, justement pour répondre aux besoins des employeurs, aux besoins des entrepreneurs qui ont besoin de main-d'œuvre, Monsieur le Président. Et l'immigration peut constituer l'une des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Alors oui, on veut s'assurer de régionaliser davantage et 75 % de toutes les nouvelles ressources du ministère de l'Immigration se retrouvent à l'extérieur de l'île de Montréal. Et je pense que c'est un bon message, Monsieur le Président, parce qu'il y a de très beaux succès dans les différentes régions du Québec, parce qu'on accueille et on intègre bien les personnes migrantes. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Quand le ministre de l'Immigration nous est arrivé avec sa réforme du PEC, on s'est creusé la tête pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il manque de sensibilité? Est-ce qu'il manque d'expérience? Peut-être qu'il y en a un petit peu trop dans son assiette. En fait, ce matin, en lisant la presse, on a eu un peu notre réponse. Le ministre de l'Immigration était informé de toutes les conséquences possibles de son règlement et il les a ignorées. Il savait depuis le début qu'il était mieux de mettre une clause de droit acquis. Il a décidé de ne pas le faire. Il a plongé des milliers de gens dans la détresse et l'incertitude en toute connaissance de cause. Ce qui est en jeu ici, là, ce n'est pas la compétence ou la sensibilité du ministre, Monsieur le Président, c'est pire. Ce qui est en jeu ici, c'est le respect. Le respect des gens qui doivent vivre avec les décisions qu'il prend. Pour les gens qui auraient dû consulter et qui n'ont pas fait, qui a décidé de foncer dans le tas. Mais savez-vous ce qui est encore pire, Monsieur le Président? Le premier ministre le laisse faire. Le premier ministre le laisse en poste. Il le protège. C'est une erreur, il va s'en rendre compte bientôt. Est-ce que le premier ministre va faire la seule chose qui s'impose, c'est-à-dire de mettre le ministre de l'Immigration sous tutelle et surveiller à partir de maintenant chacune de ses décisions? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, en matière d'immigration, il y a deux écoles de pensée qui s'affrontent actuellement. Il y a l'ancienne façon de faire, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi, peu importe les qualifications. Ça, c'était l'approche libérale. C'est l'approche qui est appuyée par Québec solidaire. Ou il y a l'approche que nous, on défend, de dire les nouveaux arrivants sont bienvenus au Québec, mais pour leur bien et pour le bien de la société québécoise, c'est préférable que les gens qu'on choisisse répondent aux besoins du marché du travail au Québec. On peut avoir un différend,
Je respecte la position du Parti libéral et de Québec solidaire qui est la même, mais je continue à penser que les Québécois, ce qu'ils souhaitent, c'est que les nouveaux arrivants, la majorité des Québécois souhaitent que les nouveaux arrivants répondent aux besoins du marché du travail québécois. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Depuis quelques jours, les demandes faites au programme au PEC sont traitées selon une liste moyenâgeuse qui exclut énormément d'étudiants étrangers. Est-ce que le premier ministre peut rassurer les demandeurs et confirmer que demain, 1, il va retirer complètement le règlement du ministre et 2, exiger du ministère de l'Immigration qu'il traite les demandes pendant la consultation du ministre selon les règles du 30 octobre dernier? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je peux confirmer que ce seront les règles qui s'appliqueront avant le 1er novembre 2019, donc avant le règlement qui a été adopté par le Conseil des ministres. Donc, on va revenir à l'ancienne version du règlement relativement au traitement du dossier. Comme je m'y suis engagé, il y a une clause de droits acquis pour les travailleurs qui sont ici, ainsi que pour les étudiants qui avaient débuté leur formation. Alors, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Il y a un droit acquis pour les gens qui étaient déjà présents sur le territoire québécois. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Alors bien, le prochain test, ceci étant dit, du premier ministre concernant le ministre de l'Immigration, ça concerne le programme des investisseurs, des immigrants investisseurs. Ce programme-là, en fait, c'est un permis pour les millionnaires de s'acheter la citoyenneté. On sait qu'il a été mis sur la glace. Ce qu'on veut savoir du premier ministre, c'est ce qui peut nous confirmer que ce programme-là, immigrants investisseurs, c'est fini pour de bon au Québec. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je suis content. Pour une fois, on est en accord, la chef de Québec solidaire et moi. D'ailleurs, dans le monde des affaires, c'est un peu comme la risée, ce programme immigrants investisseurs. L'ancien gouvernement libéral avait mis en place un programme où, en prêtant de l'argent sans aucun risque, les millionnaires pouvaient se payer un certificat pour devenir citoyens canadiens. C'était mal fait par les libéraux. On va refaire nos devoirs. Question principale. Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis une semaine, nous voyons une parfaite illustration de ce qu'est ce gouvernement depuis un an. À force d'être obsédé par son idéologie et de pousser à fond l'accélérateur pour imposer ses réformes sans penser aux conséquences, ce gouvernement démontre une totale improvisation et incohérence. Vous savez, Monsieur le Président, aucune humilité, aucune analyse. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au niveau du projet de loi 34. Depuis des mois, le gouvernement et notamment le ministre s'efforcent de refuter du revers de la main les analyses des différents groupes, les analyses, les commentaires des familles, des consommateurs, des PME, des grands industriels et 4 anciens ministres. Le ministre s'est efforcé de nous répéter la même cassette. Gouverner, c'est décider, mais gouverner, c'est également écouter. Quand est-ce qu'il va arrêter de s'entendre parler et qu'il va finalement écouter la population et faire la chose, reculer sur son projet de loi improvisé, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources, à vous la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis un peu surpris de la question de mon collègue de Laval-des-Rapides, parce qu'il faut bien comprendre que depuis 4 semaines, on est en 4e semaine d'études détaillées, et j'ai une excellente collaboration de mon collègue de Laval-des-Rapides, comme les autres collègues des partis d'opposition. On travaille depuis plusieurs heures sur un amendement proposé d'ailleurs par mon collègue de Laval-des-Rapides, et honnêtement, on avance rondement. Après 4 semaines, on en est à l'article 2. Et naturellement, je compte sur toute la collaboration de mes collègues pour poursuivre cette analyse-là, pour éventuellement bonifier le projet de loi 34 qui vise à simplifier les tarifs de distribution. C'est simple. Alors, un gel de tarifs l'an prochain, une hausse à l'inflation. Notre gouvernement s'est engagé en réalité que les tarifs augmenteraient pas plus que l'inflation. Ici, c'est moins que l'inflation avec le gel tarifaire en 2020. C'est la proposition qu'on fait. Et surtout, on transfère le risque à Hydro-Québec. L'ancienne méthode de cause tarifaire faisait en sorte qu'Hydro-Québec avait ses coûts assurés, plus un rendement de 8,2 %. Aucune initiative à améliorer l'efficience. On transfère le risque à Hydro-Québec pour le bénéfice de la clientèle.
Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides, s'il vous plaît. Monsieur le Président, comme sur le dossier du PEC, tout le monde a tort, sauf le ministre. La seule personne qui a parlé clairement à la fin de la semaine, c'est le député de Masquinongé qui a dit clairement le projet de loi 34, ça n'a jamais été une promesse pour rembourser les trop perçus parce que de toute façon, c'était irréaliste sur le cadre, le cadre électoral de la CAQ. Alors, Monsieur le Président, ici, est-ce que finalement le ministre peut parler franchement aux Québécois et respecter les promesses, notamment à travers les différentes pétitions de la députée de Saint-Hyacinthe, rembourser le 1,5 milliard de trop perçus aux Québécois, Monsieur le Président? De l'énergie et des ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, il y avait un mécanisme d'écart de rendement qui était en place, qui a été suspendu par l'ancien gouvernement dans sa rigueur financière. Ils ont mis en place en 2014, suspendu, envoyé au Fonds consolidé, sans aucun bénéfice pour la clientèle. Oui, ça a été décrié, et à raison, Monsieur le Président. Ça a été décrié à raison, parce que cet argent-là appartenait à la clientèle. La proposition qu'on fait, c'est par la modification de la cause tarifaire, on peut libérer plus de 500 millions de comptes d'écart et retourner dès la première facturation de janvier à la somme de la clientèle. En plus, sur 5 ans, avec le gel, ça sera 70 % de l'inflation, en deçà de l'inflation. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Ce qui est clair, c'est que le consommateur va finir par payer plus cher. Sur la mise à jour économique, Monsieur le Président, ce qu'on a appris, c'est qu'avec un taux d'inflation de 2,2 % au cours des 2 prochaines années, à 70 %, c'est le double de ce que des hausses que les Québécois ont eues au cours des 4-5 dernières années. Alors, Monsieur le Président, à la fin de la journée, il peut bien nous balancer des chiffres, mais c'est les Québécois qui vont terminer par payer plus cher et ils ne verront jamais la couleur de leur argent qui se sont fait promettre par la coalition Avenir Québec. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, encore là, mon collègue fait fausse route. Quand il dit les 4-5 dernières années, il faut qu'il soit très spécifique. Parce que dans les 5 dernières années, la hausse a été supérieure à l'inflation. Si on appliquait le modèle qu'on propose actuellement, rétroactivement il y a 5 ans, la clientèle paierait moins cher. Non seulement ça, sur la période de 15 ans du gouvernement libéral, si eux avaient fait le choix de l'inflation sur cette période-là, c'est 2,4 milliards. 2,4 milliards de moins que la clientèle aurait payé. Ça, c'est les faits. Maintenant, nous, on propose en fin de compte de la prévisibilité, un gel tarifaire en 2020 et surtout un retour de plus de 500 millions à la clientèle dès janvier. C'est ça le projet 34. Principal, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre de l'Alberta veut qu'on coupe la péréquation au Québec en se basant sur des arguments fallacieux, erronés et mensongers. Le gouvernement Trudeau se montre ouvert à revoir la formule, ça augure rien de bon. On commence bien aujourd'hui, on a une motion unanime qu'on va adopter, mais il va falloir se battre. Il va falloir contrer les faussetés de Jason Kenney. Le Québec achète du pétrole en Arabie, c'est faux. L'Alberta fait un chèque de 13 milliards au Québec, c'est faux. L'Alberta paye nos CPE, c'est faux. Avec la capacité fiscale de l'Alberta, il pourrait facilement être en surplus. La réalité, c'est que si l'Alberta est en déficit, c'est parce que c'est des mauvais gestionnaires. Mon attente à l'égard de notre premier ministre, c'est qu'il puisse dire ça à Jason Kenney et faire respecter le Québec face à cette campagne de désinformation qu'on voit présentement dans l'Ouest canadien. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, ça va bien aujourd'hui. Après la chef de Québec solidaire, le chef du Parti québécois est d'accord avec moi. Donc, Monsieur le Président, c'est important de le dire, là, puis déjà, on en a discuté lors de la réunion des premiers ministres provinciaux. Le système de péréquation est inclus dans la Constitution. Le principe du programme de péréquation, c'est qu'on veut offrir à toutes les provinces les mêmes moyens pour offrir les mêmes services. Ce que Jason Kenney ne semble pas comprendre, c'est que le Québec, pour s'offrir plus de services, a des taux d'impôt plus élevés. Ça n'a rien à voir avec la péréquation. Donc, Monsieur le Président, oui, on va défendre la péréquation, mais à moyen terme, j'espère que notre gouvernement et les gouvernements qui vont suivre vont s'assurer qu'on n'en reçoive plus de péréquation parce qu'on sera devenu aussi riche que le reste du Canada. Ça aurait dû être fait par les libéraux, mais ça n'a pas été fait par les libéraux. Première complémentaire, la parole appartient qu'au chef du troisième groupe d'opposition. S'il vous plaît, messieurs, mesdames, votre collaboration. Nous aussi, on veut s'affranchir de la péréquation. C'est pour ça qu'on veut que le Québec devienne indépendant et qu'il prenne toutes ses décisions, y compris en matière financière. On a peu d'attentes face au Canada qui est prêt à
travailler à invalider la loi 21, à remettre en question la péréquation. Moi, je veux que le message que le premier ministre vient de nous dire, il soit très clair à l'égard de l'Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan, que c'est pas vrai qu'on va faire du Québec bashing encore une fois, puis qu'on va se défendre parce qu'on a été collectivement responsables avec des programmes sociaux qui nous tiennent à cœur. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il y a quelques années, il y a une équipe qui a préparé les finances d'un Québec souverain. À l'époque, la péréquation était de 4 milliards de dollars pour le Québec et l'équipe avait déterminé qu'en éliminant certains dédoublements, on pourrait compenser ce 4 milliards. Or, actuellement, on reçoit 13 milliards de péréquation. J'aimerais que le chef du Parti québécois me dise où va-t-il prendre le 13 milliards? Deuxième complémentaire. S'il vous plaît, la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. Deuxième opposition, je m'excuse. Monsieur le Président, vous savez qu'en Alberta, ils veulent faire un grand exercice pour regarder l'argent qui rentre, l'argent qui sort. J'espère que le premier ministre aura le courage un jour qu'on ouvre tous les livres, mais pas juste cette année, depuis le début de la Confédération canadienne. Je pense que les Québécois vont réaliser que ce pays-là, c'est pas une chance pour nous. On se fait avoir depuis trop longtemps et il est temps qu'on se tienne debout et qu'on se donne un vrai État qui s'appelle le pays du Québec, Monsieur le Président. Monsieur le premier ministre, encore une fois, votre collaboration. Oui, Monsieur le Président, je sens que le chef du Parti québécois a eu une bonne fin de semaine. Et quel avenir, l'objectif, la mission du Parti québécois sera très claire. Maintenant, les Québécois doivent le savoir. Quand on vote pour le Parti québécois, on vote d'abord pour faire l'indépendance du Québec. Au moins, les choses sont claires. C'est une bonne fin de semaine. C'est bon pour l'ensemble des Québécois, enfin, de le savoir comme il faut. Question principale, évitez de vous interpeller. Monsieur le député de Jacques Cartier. Merci, Monsieur le Président. Le 4 novembre, le ministre de l'Immigration a déclaré que la communauté anglophone historique pourra recevoir des services en anglais. Cette déclaration a de quoi nous laisser perplexes. En effet, Monsieur le Président, on se demande tous qui est partie de la communauté anglophone historique selon le gouvernement caquiste. Est-ce que c'est les Québécois d'expression anglaise qui sont nés au Québec? Est-ce que c'est les Canadiens nés dans une autre province qui s'installent au Québec? Mr. Speaker, the minister stated in the media that the government will be creating and keeping a list of who in our society is considered a historic Anglophone. Rights are defined by charters, not by arbitrary lists drawn up by this government. The minister has retracted on several matters in recent weeks, and I demand he retracts on this notion of government services only for historic Anglophones and promise there will be no list drawn up by this government on any minority community in Quebec. Ministre de l'Immigration, vous êtes le seul à avoir la parole. Alors, Monsieur le Président, je remercie le député de Jacques Cartier de poser la question parce que j'ai été interpellé dans le cadre d'une mêlée de presse et on m'a demandé quel est votre objectif relativement au rapport du Conseil supérieur de la langue française qui a fait état de l'utilisation lamentable du français par l'administration publique québécoise. Alors, ce que j'ai répondu, Monsieur le Président, c'est que dans les communications gouvernementales avec les nouveaux arrivants, avec les personnes immigrantes, ça doit se passer en français. Parce que l'État québécois, c'est le seul État en Amérique du Nord, donc la langue officielle est le Québec. Et le français. Oui, et français. Et il est tout à fait normal pour un État francophone, dans ses communications avec les nouveaux arrivants, qu'elle se déroule en français. Et c'était le sens de mon propos et j'ai eu l'occasion de le dire à de multiples reprises. Alors, est-ce que le député de Jacques Cartier est en désaccord avec moi du fait que les nouveaux arrivants au Québec, les personnes qu'on sélectionne, les personnes immigrantes, leur communication avec l'État québécois se fasse en français? Première complémentaire, Monsieur le député de Jacques Cartier. Monsieur le Président, le ministre a essayé de rassurer la communauté sans succès. Il est en train de créer deux classes de citoyennes dans la communauté d'expression anglaise. Est-ce que ma mère, née à Toronto, a besoin d'une carte d'identification, d'un NIT pour parler en anglais avec quelqu'un de Service Québec? The minister has left the community worried. Many seniors who don't consider themselves part of the historic Anglophone community are worried. How will this nonsensical plan work? Monsieur le ministre de l'Immigration, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, le député de Jacques Cartier comprend très bien ce que j'ai dit. Pour les nouveaux arrivants,
les personnes immigrantes qui choisissent le Québec, ça doit se dérouler en français. Parce que l'État québécois, il est français. La langue officielle du Québec, c'est le français. Alors, Monsieur le Président, il n'est pas question de porter atteinte aux droits des anglophones au Québec, Monsieur le Président. Et je peux rassurer le député de Jacques Cartier sur ce point-là. Mais il y a une chose qui est sûre, Monsieur le Président. Est-ce que le député de Jacques Cartier est d'accord avec nous que dans les communications avec les nouveaux arrivants, avec les personnes migrantes, ça doit se passer en français? Est-il d'accord avec ça? Et quelle est la position du Parti libéral sur ce point? Deuxième complémentaire, la parole appartient au député de Jacques Cartier. Monsieur le Président, je n'ai pas reçu une réponse concernant la définition de quelqu'un de la communauté historique anglophone. Monsieur le Président, est-ce que le ministre a consulté le bureau du Premier ministre avant de sortir la semaine dernière? Mr. Premier, you are responsible for relations with the community. Will you, once again, force this minister to back down on something that makes no sense and will take away the rights of members of the English-speaking community? Nous allons vous adresser à la présidence. Pas de commentaires, s'il vous plaît, tant sur les questions que sur les réponses. Vous le savez très bien. Monsieur le ministre de l'Immigration, attention. Monsieur le Président, dans un sujet aussi important, j'accepterai pas que le député de Jacques Cartier n'informe pas adéquatement la population. Je l'ai dit et je le répète ici, Monsieur le Président. Le sens de ma déclaration est de faire en sorte que les nouveaux arrivants, dans le cadre de leur communication avec l'État québécois, ça se déroule en français. Il n'a jamais été question, Monsieur le Président, d'enlever des droits à la communauté anglophone du Québec, Monsieur le Président. Par contre, Monsieur le Président, pour les personnes immigrantes qui choisissent de venir au Québec, de participer à la société québécoise, ça doit se faire en français. Est-ce que le Parti libéral est contre ça, que le Québec soit français? Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Attentif à votre question, ça nous intéresse. Déjà, Monsieur le Président, les Québécois demandent moins le vaccin que les Canadiens dans le reste des provinces. Et c'est pour ça que la ministre de la Santé dépense des gros sous pour une campagne de sensibilisation à la vaccination. Elle a créé des affiches, elle a créé des messages radio, elle a publié dans les quotidiens, Monsieur le Président, elle a publié sur le web. Elle a même un slogan, Monsieur le Président, la grippe pourrait vous fragiliser. Mais aujourd'hui, il y a des gens, il y a des familles, il y a des personnes âgées qui vont se présenter dans les pharmacies, qui vont tenter de prendre rendez-vous en pharmacie et qui ne pourront pas avoir accès au vaccin de la grippe parce que les pharmacies n'en ont pas, Monsieur le Président, parce qu'ils n'ont pas de vaccin. Les pharmaciens propriétaires au Québec disent qu'ils pourraient vacciner jusqu'à 40 % de gens de plus s'ils avaient des vaccins. La ministre, elle le sait, Monsieur le Président, on le sait tous, elle le sait que pour que les gens se fassent vacciner, il faut le rendre accessible dans le plus d'endroits possible, au plus de Québécois possible. Mais ce qu'elle fait, c'est l'inverse. Le vaccin, il est moins accessible. Qu'est-ce que la ministre a fait cette année pour le vaccin? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je remercie encore mon collègue, le député de Pontiac, de me poser la question parce que je vais rectifier les faits. Il n'y en a pas de pénurie de vaccins, Monsieur le Président. Contre l'influenza, le vaccin contre l'influenza, il n'y en a pas de pénurie au Québec. Ce sont les directions régionales de la santé publique qui sont responsables de distribuer les doses sur leur territoire. Évidemment, on va tout vérifier ça, mais on poursuit aussi notre travail là-dessus. On comprend qu'il y a un engouement actuellement pour la vaccination qui est faite dans les pharmacies, même si le projet de loi n'a pas été entériné à ce moment-ci. Mais parce qu'on a fait aussi beaucoup de publicité, Monsieur le Président, on sait à quel point ce vaccin contre l'influenza est très important et je suis contente d'entendre que la population répond et que les gens, par exemple, qui ont des maladies chroniques, vont se faire vacciner. Monsieur le Président, je veux rassurer la population. Il y a une question d'approvisionnement. On a vérifié, il n'y en a pas de pénurie de vaccins contre l'influenza au Québec. Les instances régionales en santé publique sont responsables. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, il y a des régions complètes au Québec qui ne reçoivent pas de vaccins, pas pour n'importe qui, pour des populations vulnérables. Au Saguenay, à Lanaudière, ailleurs, là, je vous mets au défi, Madame la ministre, Monsieur le Président, je vous mets au défi, appelez n'importe quelle pharmacie, essayez d'avoir un rendez-vous pour le vaccin de la grippe. C'est impossible, c'est mission impossible, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui se passe exactement? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, c'est sûr que j'entends bien ce que mon collègue dit, puis on va faire des vérifications. On est au mois de novembre.
Il n'y a pas de pénurie de vaccins contre l'influenza au Québec, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'approvisionnement, Monsieur le Président? On va faire des vérifications. Mais, Monsieur le Président, je suis très contente d'entendre qu'il y a un engouement pour la vaccination contre l'influenza cette année, parce qu'on en a beaucoup parlé avec raison. C'est le meilleur moyen, Monsieur le Président, de se protéger contre l'influenza au Québec et ailleurs. Et je suis contente que ça fonctionne. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, je ne peux pas croire ce qu'on entend de la ministre. Elle ne sait même pas ce qui se passe à l'intérieur du réseau. Il y a des pharmacies qui disent, dans des régions complètes, qui disent on n'a pas accès aux vaccins de la grippe. Il y a des entreprises qui ont annulé leur clinique de vaccination des employés parce qu'ils n'ont pas accès aux vaccins de la grippe. C'est pas compliqué. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires le dit. Cette année, l'approvisionnement a été une catastrophe, Monsieur le Président. Est-ce que la ministre peut prendre ses responsabilités puis admettre qu'elle était juste pas prête à ce qui était entièrement prévisible, la saison de la grippe? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, la parole n'appartient qu'à Madame la ministre. Bien, moi, le président de la QPP ce matin a dit que la situation évolue et qu'on est en train d'y remédier. Il y a peut-être eu effectivement un problème au niveau du processus d'approvisionnement, mais on est en train d'y remédier parce qu'il n'y a pas de pénurie, Monsieur le Président, du vaccin contre l'influenza au Québec cette année. Il n'y en a pas de pénurie. Alors, le président de la QPP, il a reconnu ce matin qu'on est en train de remédier à la situation. Nous, on va s'assurer, Monsieur le Président, qu'il est disponible, ce vaccin, parce que la population le veut et ça va fonctionner. C'est la meilleure protection contre l'influenza, Monsieur le Président, en CLSC, en pharmacie. Voilà. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci pour la suite des travaux.